Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, c'est le flash numéro 22, avoir la capacité de. Du coup, c'est mon premier podcast de l'année 2026. J'ai mis un moment avant de faire ce podcast parce que j'étais en déplacement à cause du salon de l'escalade. Après, il y a eu d'autres événements dans ma vie personnelle. Mais voilà, en gros, sachez que tout va bien et que je suis de retour pour faire des podcasts de qualité. D'où ce fameux podcast, avoir la capacité de. Ça faisait longtemps que je vous parlais de ce podcast, que j'avais vraiment envie de faire ce podcast. Et je vais démarrer directement par le sommaire de l'épisode où je vais résumer un peu point par point ce dont je vais parler dans l'épisode. Donc je vais commencer par le constat de départ, c'est que beaucoup de grimpeurs se disent je grimpe beaucoup mais je stagne, ou je travaille ma technique mais ça sert à rien, je progresse pas. Mais en fait, est-ce que tu as réellement les capacités physiques requises pour le niveau que tu vises? Et c'est ça en fait, avoir la capacité de, c'est est-ce que pour grimper, je sais pas, par exemple du 7B, qui est ton objectif, de sortir son premier 7B en extérieur, que ce soit en falaise ou en bloc, peu importe, est-ce que tu sais ce que ça demande en termes de force, en termes de résistance, en termes d'endurance, en termes de souplesse, de mobilité, etc. Et est-ce que du coup tu as cette base? Parce que si tu n'as pas cette base, t'auras beau grimper tout ce que tu veux, travailler ta technique, etc. Ça n'aura pas de transfert direct vers ton objectif. Et c'est ça vraiment le point clé du podcast. Ensuite, tout ça, en fait, c'est que c'est basé sur des faits biomécaniques, c'est-à-dire que l'escalade, elle échappe pas aux lois de la physique. Je vais y revenir plus tard, hein, mais si un bloc, par exemple, vous demande de mettre 70% de votre poids de corps sur une main droite pendant 10 secondes, si vous n'êtes pas capable de le faire, vous ne passerez pas le mouvement, tout simplement. Après, voilà, bien sûr, c'est à nuancer, etc. C'est pour ça que je vais faire tout un podcast là-dessus. Euh, Parce que du coup, point suivant, l'escalade ne se résume pas qu'à la force, il y a toutes les autres qualités physiques, la puissance, la résilience, l'endurance, enfin bref, on a fait un petit carrousel là-dessus là sur Instagram il y a pas longtemps. Et après bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que les habilités physiques, il y a la technique, le mental, la tactique. Comment en fait travailler tout ça? Je vais parler un peu de tout ça. Ensuite, en fait, je vais revenir sur un facteur clé, c'est que les capacités physiques, c'est vraiment la base de tout, surtout pour éviter de se blesser. Et si vous vous blessez, en fait, vous n'allez pas progresser, tout simplement. Donc, ce serait vraiment le pire truc. Je vais parler aussi des grimpeurs japonais en contre-exemple parce que c'est vraiment un truc que j'ai observé, enfin surtout sur Instagram. D'ailleurs, je vais parler aussi des réseaux sociaux et des biais des réseaux sociaux. On a beaucoup de gens qui vont nous mettre des commentaires ou qui viennent nous poser des questions du genre ouais, mais vous conseillez par exemple de faire des suspensions lestées, mais les japonais ils sont hyper forts et ils font pas de traction lestée. Je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment intéressant à analyser et de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Du coup, je parlerai aussi des pièges des réseaux sociaux, de pourquoi c'est pas intéressant de se comparer, à qui il faut se comparer, est-ce qu'il faut se comparer, c'est vraiment hyper important. Et que ton vrai problème, c'est pas ton manque de motivation, ton manque de volonté, etc. C'est vraiment que ton programme d'entraînement n'est pas adapté à ton profil. Mais ça, je vais y revenir dans la dernière partie du podcast. C'était une longue introduction, mais du coup je commence tout de suite avec le constat de départ, c'est que la plupart des grimpeurs se disent je grimpe beaucoup mais je stagne, je travaille ma technique mais ça passe pas. Voilà, en gros si je schématise, je vais vraiment faire un avatar type du grimpeur d'escalade en salle, parce que nous on s'adresse en majorité aux grimpeurs de salle dans nos suivis. Je referai un petit récap aussi à la fin par rapport à ça. Mais du coup, la plupart des grimpeurs de salle vont aller grimper, aller en moyenne 4 fois par semaine, et chaque séance c'est le même scénario qui se répète. Les gens ne s'échauffent pas, essayent directement des blocs trop durs pour leur niveau, et du coup c'est ça, avoir la capacité de, c'est d'essayer des choses trop dures pour son niveau, mais je vais y revenir après avec des chiffres, un exemple concret, etc. Et en fait s'épuisent parce que ils n'ont pas de repères, ils savent pas pendant combien de temps ils doivent forcer, combien de temps de repos prendre entre les blocs, comment structurer leurs séances, est-ce qu'il faut faire des séances de volume, de bloc max, etc. Enfin voilà, en gros le schéma type c'est vous allez à la salle 4 fois par semaine, vous faites tout le temps des séances de max où à chaque séance vous essayez de sortir le bloc le plus dur possible. Je parle de bloc parce qu'il y a beaucoup plus de grimpeurs de bloc en salle que de grimpeurs de voie en salle. Et du coup vous ne progressez pas. Tu ne progresses pas, là ça se trouve tu es dans cette situation, toi qui m'écoutes, où tu vas à la salle de bloc 3-4 fois par semaine, tu fais un peu entre guillemets n'importe quoi, tu t'échauffes pas, tu grimpes des blocs trop durs et tu fais ça en boucle tout le temps. Et si jamais tu n'es pas encore blessé, parce que ça c'est vraiment un comportement qui amène à la blessure,
Si jamais tu n'es pas encore blessé, tu es dans cette phase où tu es en grosse stagnation et tu comprends pas pourquoi. Parce que tu grimpes beaucoup, tu as l'impression de forcer beaucoup et tu n'as pas de résultat et du coup tu te dis bon peut-être que l'escalade c'est pas fait pour moi ou alors je sais pas faire. Enfin voilà, il y a un truc qui bloque et je comprends pas pourquoi. Je fais la transition du coup avec la partie 2 qui est que en fait l'escalade c'est quand même très basé sur des contraintes physiques et biomécaniques. C'est ce que je disais un peu dans l'introduction. Au bout d'un moment, pour arriver en haut d'un bloc ou en haut d'une voie, il a fallu appliquer une certaine force sur certaines prises, que ce soit avec les doigts, avec les pieds, peu importe. Et la somme de tout ça fait en fait la capacité physique minimale que vous avez besoin pour arriver en haut du bloc. Donc je vais prendre un exemple très simple comme j'ai cité dans l'introduction. Si pour arriver en haut d'un bloc en 7A, il vous faut à un moment mettre 60% de votre poids de corps sur votre main droite sur une arquée de 14 mm parce que sinon pendant ces 10 secondes-là vous n'avez pas le temps de monter votre talon pour faire le mouvement d'après. Et bien vous avez beau faire tout ce que vous voulez en termes de tactique, de technique, de ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à faire ce mouvement-là parce que vous n'avez pas la capacité de. Et c'est aussi simple que ça, et d'où le titre du podcast, c'est que l'activité escalade, elle est quand même basée sur des facteurs physiques, et on aura beau dire tout ce qu'on veut sur le mental, la technique, la tactique, si vous n'avez pas les capacités physiques d'appliquer de la force dans certaines positions pendant un certain temps, ou à une certaine vitesse, ça ne marchera pas, tout simplement. Et c'est aussi binaire que ça dans l'approche vraiment de l'analyse biomécanique, on va dire, de l'activité. Et après, bien sûr, c'est beaucoup plus nuancé que ça dans la pratique, parce que s'il suffisait juste de mettre un peu de force sur des prises, tous les gens que vous connaissez qui sont mutants en termes de force seraient des grimpeurs de 9A. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc pourquoi il y a des si grosses différences entre les individus, etc. C'est que la force seule ne suffit pas. Il faut vraiment un équilibre. Déjà, il faut un équilibre entre les différentes métriques physiques. Je reparlerai de la batterie de test un peu plus tard dans le podcast, mais c'est toujours d'actualité, hein. Vous nous envoyez test sur Instagram, que ce soit sur mon Instagram Léo Pazek ou sur l'Instagram Ascension, et on vous envoie la batterie de test. C'est gratuit, vous pouvez vous tester et après vous pouvez éventuellement faire appel à nous pour un bilan, pour qu'on vous analyse et qu'on vous dise voilà, ton profil est équilibré sur tel ou tel point, mais ça reste plutôt un point faible, etc. Mais voilà, donc il y a une notion d'équilibre entre différentes métriques physiques. Je vais donner un exemple clair, comme ça vous avez un repère et vous pouvez vous situer. Si vous êtes capable de faire 3 tractions à bras, par exemple, avec le bras droit sur un bac, et que vous n'êtes pas capable de faire une suspension un bras sur 20 mm pendant 10 secondes, vous avez beaucoup trop de force bras comparé à votre force doigt. Voilà, c'est un exemple comme ça. Si vous êtes une machine en traction à bras, mais que vous tenez pas une suspension à bras sur 20 mm pendant 10 secondes, vous avez beaucoup plus à gagner à travailler vos suspensions qu'à travailler votre traction. Et ça aussi, du coup, ça revient à la phrase avoir la capacité de, c'est est-ce que vous avez la capacité de vous entraîner en termes de temps dans la semaine. Mais ça, j'y reviens plus tard dans le podcast. Donc il y a cette notion d'équilibre entre les différents tests, et après il y a la notion d'équilibre entre vos qualités, et vos qualités c'est les qualités physiques, techniques, tactiques, mentales, et aussi tout ça, c'est très lié à votre objectif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un objectif clair, vous avez beau avoir la capacité de, vous n'arriverez pas à atteindre cet objectif. Par exemple, je veux grimper un 8 à bloc en extérieur. Ça se trouve, vous avez déjà les capacités physiques de le faire. Si vous vous fixez vraiment cet objectif et que vous vous dites, ok, à partir de maintenant, 2 fois par semaine, je vais en extérieur, je vais travailler mon bloc, etc. Très vite, ça va sortir parce que vous avez déjà les capacités physiques de. Et vous avez juste eu à vous fixer l'objectif et à vraiment y aller. Par contre, si vous avez les capacités physiques de faire 7 à bloc et que vous vous dites bon j'ai pas trop d'objectifs, peut-être un jour je veux faire un 8A mais voilà je sais pas trop, et là après c'est le début de la fin, j'ai envie de dire, parce que vous ne savez pas quoi faire concrètement, vous n'avez pas de plan d'action, vous n'avez pas une ligne d'arrivée claire, et très vite vous allez être perdu en fait dans toute la masse d'informations, dans les semaines qui défilent et qui défilent. Vous allez être pris aussi dans votre vie perso, le travail, la famille, peu importe, et vous allez jamais réussir à atteindre votre objectif parce que vous vous êtes pas vraiment fixé cet objectif. Vous vous dites plutôt bon voilà, un jour j'aimerais bien faire ceci ou faire cela, mais vous vous dites pas ok, l'année prochaine je veux absolument faire un 7B bloc ou un 7B falaise ou peu importe, ou je veux rentrer dans le B12 dans ma salle, ou je veux faire 5 blocs noirs à la séance. Peu importe, mais vraiment avoir un objectif comme ça très précis, c'est ce qui fait selon moi toute la différence entre quelqu'un qui a la capacité de et qui va réussir à concrétiser, et quelqu'un qui a la capacité de et qui n'arrive pas à concrétiser. Je prends mon exemple personnel. Pendant très longtemps, si je prends mes métriques physiques simplement, j'avais largement le niveau
de sortir le 8 à bloc que j'ai sorti là, qui s'appelle la Trava Dave, parce que j'ai mes métriques, j'ai fait des tests à certains moments, et je peux les comparer entre eux, et je sais que, j'en sais rien, je dis un chiffre au hasard, en 2024, j'avais déjà la capacité de faire ce bloc-là. Mais en fait, comme je l'avais pas vraiment défini comme un objectif, et que j'avais peur d'y aller, et que ceci, cela, bah en fait, je le concrétisais pas, parce que je mettais pas l'énergie dans ce projet-là, donc forcément, ça sortira jamais. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à y aller, bah, c'est sorti assez vite en termes de nombre de séances, parce que je savais que j'avais la capacité de, et que c'était qu'une histoire de processus et un peu d'acharnement, de se dire bon bah voilà, je suis censé être capable de le faire, je vais y aller, je vais passer du temps, je vais essayer de tout optimiser, et ça devrait marcher, et ça a marché. Mais si je m'étais encore dit bon bah je reste dans ma zone de confort, le 8 à bloc ce sera pour l'année prochaine ou quoi que ce soit, peut-être que j'aurais continué à m'entraîner pour essayer de progresser sur des métriques qui au final n'auraient eu aucun impact sur ma vraie performance en grimpe, parce que je passe pas assez de temps à aller performer en grimpe. Ça c'est hyper important aussi, mais voilà, ça permet d'imager un peu ce truc de vous pouvez avoir la capacité de faire un 8A par exemple, mais ne jamais réussir à le faire parce que vous ne mettez pas l'énergie pour accomplir cet objectif. Ça c'est vraiment hyper important de le comprendre. Ensuite je vais parler du fait que le physique c'est vraiment la base de tout, c'est-à-dire que peu importe la performance en escalade que vous voulez faire, tout va partir de votre capacité physique. Et après, dans le physique, bien sûr, il y a toutes les qualités physiques, hein, la souplesse, la mobilité, la force, la puissance, peu importe, la résistance, l'endurance, tout ça pour moi, c'est des qualités physiques. Et en fait, chaque niveau de grimpe requiert un prisme physique différent, mais avec une certaine homogénéité et une certaine logique. Parce que les cotations, encore une fois, c'est subjectif, c'est les humains qui ont dit, ok, ça c'est un 7A, ça c'est un 7B, etc. Et en fait, intrinsèquement, pourquoi on se dit ça? Parce que, bah en fait, arrivé, je sais pas, par exemple, à la falaise, bah dans un 7C, vous allez être plus dopé que dans un 7B en termes de résistance. Donc du coup, bah ça paraît plus dur parce que vous devez mettre plus de force sur des prises pendant plus longtemps, donc vous avez besoin de plus de résistance. Si on fait des parallèles avec la course à pied, c'est comme si on mettait des cotations sur des allures. C'est comme si on disait, bon bah 6 minutes du kilomètre c'est 6B, 5 minutes du kilomètre c'est 7A, et 4 minutes du kilomètre c'est 8A. J'en sais rien, là je fais des parallèles un peu bancals, mais c'est pour que vous ayez l'image. C'est-à-dire que indirectement, les grimpeurs, quand ils mettent en place des cotations, ils ont ces facteurs physiques qui les limitent de manière concrète, et ils vont essayer d'exprimer bah, du coup une opinion par rapport à une cotation, etc. Après, bien sûr, tout le monde est différent, chaque personne fait sa propre échelle de cotation, dans le sens où bah voilà, il y a rien qui empêche quelqu'un de répéter une voix en 6A et dire bah non, je pense que c'est un 7A, mais après voilà, c'est une histoire de consensus, c'est-à-dire que s'il y a 1000 grimpeurs qui disent que c'est un 6A, bon bah vous, si vous êtes tout seul à dire que c'est un 7A, c'est peut-être pas un 7A, ça marche comme ça les cotations, et en soi je suis pas là pour remettre en cause le système de cotation. Je suis juste là pour essayer de comprendre un peu tout ce que ça implique, parce que nous, en tant que coach, on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, là, l'année prochaine à Fontainebleau, je veux faire un 7B bloc. Faut qu'on comprenne en fait l'activité et qu'on comprenne qu'est-ce que ça demande en termes de métrique physique, de qualité technique, etc. Que cette personne-là soit capable, ait la capacité de aller à Fontainebleau et faire un 7B. Donc c'est pour ça que je parle de tout ça, et que vraiment chaque performance requiert vraiment un socle physique. Là, je vais parler d'un exemple concret, et je vais parler juste d'un exemple pour la force doigt, mais je vous en avais parlé, je pense, dans le dernier podcast, ou alors si je l'ai pas dit, bah, je le dis maintenant. Euh, Souvent, je dis bien souvent, quand on va faire les bilans des tests, si vous faites les tests physiques et vous venez nous voir pour faire un bilan, on va vous dire que si vous avez 1,4 de ratio en suspension sur 20 mm, vous avez le niveau en théorie de faire du 7A. Si on fait des parallèles, 7A bloc, ça équivaut à peu près à B10 à blockout, à du noir à arcose, à du blanc à climb up. Voilà, en gros le 7e degré c'est à peu près ça. Après bien sûr 7A bloc à Fontainebleau, on peut dire que ça peut être un 7B sur la Kilter, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a plein de parallèles qui sont possibles. Ça peut être l'inverse pour la moonboard, un 7A à blow, ça peut être un 6B plus sur la moonboard, peu importe. C'est tellement dépendant aussi des qualités physiques et des attributs de chacun, que c'est hyper dur de linéariser les cotations. Mais voilà, pour avoir un ordre de grandeur, je pense que je me mouille pas trop si je dis ça. Le 7 à bloc, ça équivaut à peu près à du B10 à blockout, à du noir à arcose, à du blanc à climb up. Voilà, c'est à peu près cette tranche de niveau-là. Si vous voulez être capable de performer dans ces niveaux-là en termes de bloc max, c'est-à-dire après travail, en optimisant à peu près tout et en étant vraiment
limite sur tous les moves, mais vous réussissez quand même à enchaîner, il vous faut 1,4 de ratio pour être safe, on va dire, dans ce niveau-là, par rapport aussi au risque de blessure. Ça correspond à quoi 1,4 de ratio? Là, j'ai les chiffres sous les yeux. Si vous êtes un grimpeur qui pèse 70 kg, vous devez vous lester à 28 kg pendant plus que 5 secondes sur la suspension, donc entre 3 et 5 secondes, on va dire, si on arrondit, pour vous dire, ok, là, si je pèse 70 kg et que j'arrive à me suspendre pendant 5 secondes sur 20 mm avec 28 kg de lest, je suis censé avoir les capacités physiques en termes de force de doigt pour grimper du set à bloc. Et après, est-ce que le reste de votre profil est équilibré par rapport à ces métriques? C'est ça que nous, on va aller chercher en tant que coach, parce que si vous avez cette force de doigt-là, mais que vous n'êtes pas capable de faire 10 tractions au poids de corps, pour moi, ça n'a aucun sens, parce que vous allez être vaché sur les prises, dans ce niveau-là, bien sûr, mais vous n'allez pas réussir à tracter, donc en soi, vous n'allez pas réussir à grimper dans ces cotations-là. Vous allez être capable de vous suspendre dans les positions des 7A, mais vous n'allez pas être capable de bouger dans les 7A. Et du coup après il y a d'autres métriques qui font que, etc. L'endurance est hyper importante aussi, j'en avais parlé plusieurs fois dans le podcast avec François à l'époque, je m'en souviens de ce fameux test de 5-5, donc 5 secondes de suspension, 5 secondes de repos au poids de corps sur 20 mm, que la plupart des grimpeurs de bloc en salle ont très très peu d'endurance parce qu'ils ne la travaillent jamais. Et du coup, des fois, on se retrouve avec des métriques un peu aberrantes en termes de points faibles, points forts, où quelqu'un va être capable de suspendre, là si je reprends mon grimpeur de 70 kg, il va réussir à suspendre avec 50 kg de lest, mais il tient pas 4 minutes sur un test de 5-5 au poids de corps. Et là, on se dit, ok, il y a vraiment un truc qui va pas, il a beaucoup trop de force par rapport à son endurance, ça pose plein de problèmes aussi par rapport à la capacité d'entraînement. Je suis en train de dire beaucoup d'informations, beaucoup de termes un peu techniques, mais d'ailleurs j'en profite pour faire un aparté. Merci pour vos retours parce que vous êtes nombreux à être venus me voir au salon de l'escalade là en 2026. C'était début janvier pour me faire des retours justement sur les podcasts, me dire que vous aimeriez bien aussi que je retourne un peu aux sources du podcast. Qu'est-ce que vous avez appelé du coup les sources du podcast? C'était vraiment ces épisodes flash où je rentrais dans les détails sur les métriques, les cotations, les qualités physiques de force doigt, force bras, etc. Et du coup, je pense que les anciens, vous êtes en train d'adorer ce petit passage là sur le cas concret de si vous avez 1,4 de ratio, vous êtes censé grimper du 7A. Après, dans la pratique, est-ce que vous allez vraiment grimper du 7A? C'est là où la nuance, elle est hyper importante et l'analyse globale, elle est hyper importante. Ça dépend de votre objectif, du temps que vous pouvez y consacrer, de votre profil, de votre potentiel, etc., etc. Et pour vous aider à structurer tout ça, nous, c'est pour ça qu'on travaille avec Ascension, pour faire des suivis personnalisés qui sont vraiment adaptés à vous, à vos contraintes, mais j'en reparle en fin d'épisode. Je voulais parler du coup aussi des grimpeurs japonais parce que souvent il y a cet exemple-là qui est cité et on va dire ouais mais regarde les grimpeurs japonais ils sont hyper forts mais ils font que du spray wall et ils se sont jamais entraînés en suspension lestée, en traction lestée, en quoi que ce soit. Alors déjà moi quand quelqu'un me dit ça, je me dis que c'est un manque d'analyse parce que il n'y a pas tout le contexte. C'est-à-dire que la personne, elle voit juste tel ou tel grimpeur japonais qui est hyper fort ou la majorité des grimpeurs japonais de compétition qui sont hyper forts. Et la personne se dit, ok, ils sont devenus forts parce qu'ils font que du spray wall et ils font pas de suspension lestée, etc. Et ça, c'est un gros raccourci et c'est un biais de raisonnement parce que ce qui a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment un truc où c'est pour ça qu'on fait des études scientifiques, qu'on fait des pourcentages, des statistiques, etc. C'est que là, demain, je peux entraîner 2 personnes avec le même programme et avoir 2 résultats complètement différents parce qu'ils n'ont pas le même potentiel, le même passé sportif, le même niveau. Et ça n'aurait aucun sens de faire une étude sur une population de 2 personnes et de dire ce protocole-là, il a marché à 200% pour la personne A et il a marché à moins 100% pour la personne B. La moyenne c'est 0%, donc au final ce protocole il marche pas. Alors que pour le sujet A, il a triplé sa rési par exemple. Donc c'est vraiment hyper important de bien analyser le contexte et de qui on parle. Dans quel contexte, ils ont commencé à grimper à quel âge, ils ont quelle métrique physique, quels sont leurs objectifs, etc. Et en gros, si on analyse, pour faire très simple, la plupart des grimpeurs japonais qu'on va voir sur les réseaux sociaux, que les gens citent en exemple, etc. Déjà, ce sont des athlètes de très haut niveau. Souvent, ils sont dans le top mondial. Je vais pas dire de chiffres pour pas dire de bêtises, mais ils sont faciles dans le top 50 mondial de tous les grimpeurs de compétition. Là, je parle même pas de performance en extérieur ou quoi que ce soit. Je parle juste de grimpe en compétition, parce que souvent les Japonais sont cités pour ça, qu'ils sont mutants en compétition et même sur des métriques physiques, etc. Et du coup,
Donc déjà, faut avoir ça en tête. C'est que si vous vous comparez, vous, qui est grimpeur, qui a commencé à grimper à 25 ans, 30 ans, qui grimpe depuis 3-4 ans, euh, et un japonais qui est athlète de très très haut niveau, qui a commencé à grimper à 5 ans, qui a fait toutes les saisons de compétition jusqu'à ses 23 ans, et qui a pas du tout le même passé sportif que vous, déjà, c'est juste pas du tout comparable. Ensuite, il y a ce que j'appelle les métriques physiques, c'est-à-dire quelle taille ils font, quel poids ils font, quelle métrique physique ils ont sur des tests de force d'OA ou ce genre de choses. Et en gros, si on analyse, pour faire vraiment très simple, j'ai pas d'études à la clé, donc je vais pas dire de chiffres précis, je vais juste dire une fourchette. La plupart des grimpeurs japonais qu'on voit mesurent environ 1m70, plus ou moins 5 cm, si on vraiment en arrondit. Ils pèsent plus ou moins 55 kg, ça c'est pareil, ça dépend vraiment des grimpeurs, mais je pense que si on prend les stats de Tomoa, je crois que Tomoa il fait comme 1m73 et il doit peser en forme de compétition 57 kg quoi. Donc c'est vraiment des gabarits où on se rend pas compte, je pense avant de les avoir vus dans la réalité aussi, qu'ils sont très petits et très légers. Ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc vraiment, ça, il faut l'avoir en tête et il faut se comparer. Donc si vous, là, vous faites 1m80, 70 kg et que vous voulez vous comparer à un grimpeur japonais qui a grimpé toute sa vie, qui fait 1m70, 55 kg, ça va être très très dur de comparer et c'est pas du tout la même chose. C'est comme si vous compariez un basketteur de, je sais pas, de régional qui fait 1m80 et un joueur de NBA qui fait 2m08 et qui a un Nape Index de plus 15. Donc là, vous voyez aussi que dans le sport, il y a des facteurs aussi génétiques. C'est de ça qu'on parle, hein, quand on parle de potentiel. C'est votre potentiel génétique. Est-ce que vous avez en gros le morphotype adapté à l'escalade? Et après, bien sûr que n'importe qui peut pratiquer l'escalade. Je suis pas en train de dire que l'escalade c'est réservé à tel ou tel morphotype. Je suis juste en train de dire que l'escalade pour gravir l'échelle de cotation, donc pour être bon dans le sport, si on considère qu'être bon dans le sport c'est être bon sur l'échelle de cotation, euh, et ouais, il faut avoir un certain morphotype. Et c'est normal parce que c'est juste de la biomécanique et c'est de la physique, c'est-à-dire que voilà, si vous avez un certain poids de corps qui est un peu plus léger, que vous êtes un peu plus grand, que vous avez telle ou telle autre qualité, ça va être plus facile pour vous subjectivement que pour quelqu'un qui est plus petit, qui a un peu plus de masse corporelle et qui a pas d'autres qualités physiques que vous avez. Enfin, ça paraît tellement logique, mais je suis obligé de le rappeler parce que c'est important dans cette analyse de contre-exemple avec les grimpeurs japonais. Mais voilà, si je reprends mon exemple, le grimpeur japonais moyen, enfin moyen, le grimpeur de haut niveau japonais moyen en termes de statistiques, il fait 1m70, il pèse 55 kg, et pour avoir vu la plupart tracter sur des boards en suspension ou ce genre de choses, ils ont quasiment tous la suspension à un bras sur, sur 10 mm. Donc je répète, 1m70, 55 kg, suspension à un bras sur 10 mm. Donc ça veut dire qu'ils ont deux de ratio. Si on prend les ratios que j'ai cités précédemment, là, avec le 1,4, le lesté 28 kg pour quelqu'un qui pèse 70 kg, ils ont tous deux de ratio sur 10 mm. Et du coup, ça pose la question de se dire, ok, bon, en fait, ils sont devenus forts. Enfin, ils sont forts. Ça, c'est un constat. Voilà, ils sont forts. Ils sont extrêmement forts. Comment ils le sont devenus? Et là, le biais, souvent, c'est de se dire, ah, mais ils le sont devenus juste en faisant du spray wall, etc. Et le problème de ça, c'est que ça oublie en fait tout le contexte qu'ils ont commencé à grimper quand ils étaient hyper jeunes. Les tendons et les ligaments, ça s'adapte à des vitesses différentes. Ils ont pu aussi être entraînés dans des clubs, dans des structures, ce genre de trucs où vous n'avez juste pas accès à ça, parce que aussi vous êtes trop vieux. Si vous avez commencé à grimper à 25 ans, il y a peu de chances qu'un jour vous alliez au Pôle France pour être en tant qu'athlète et que vous suiviez les stages, etc. C'est juste pas possible. Donc en fait, il y a tout un contexte différent qui va faire que arriver à leur niveau à eux, faire des suspensions lestées, faire des tractions lestées, ce genre de méthode d'entraînement, c'est tellement de risques en termes de risque de blessure par rapport aux charges qu'ils devraient mettre. Donc là, si je reprends mon exemple, mon grimpeur japonais d'1m70 qui fait 55 kg, pour s'entraîner en force sur 10 mm, il faudrait qu'il se leste à plus 55 kg pour que ce soit pertinent de travailler la force sur 10 mm, ou qu'il fasse des suspensions un bras sur 10 mm. Et là, il y a plein de facteurs limitants qui arrivent. La friction sur les prises, le risque de zipper du coup, donc ça amène des risques de blessure. Si la personne zippe et se fait mal en tombant, bah voilà, ça a juste aucun intérêt de faire de la préparation physique de cette manière-là. Donc en fait, il y a certaines méthodes comme par exemple les suspensions lestées, les tractions lestées, qui ont un risque de blessure qui est énorme si vous êtes déjà très très fort sur ces méthodes-là, et où le potentiel de progression est très limité. C'est-à-dire que même si tout se passe bien et que vous vous entraînez en traction lestée, je vais prendre mon exemple personnel, moi j'ai un max en traction lestée à 65 kg si j'arrondis, pour un poids de corps de 65 kg, donc j'ai 2 de ratio en traction.
je ne fais plus de traction lestée pour progresser en traction lestée. C'est-à-dire que pour progresser en traction lestée, là, si demain je veux m'y remettre, je vais plutôt faire des variantes à un bras, où je vais faire des blocages, des excentriques, des tractions à un bras, en délesté avec un élastique, peu importe. Mais vraiment toutes les variantes à un bras où je ne vais pas me lester, parce que sinon je dois me lester trop lourd, et j'ai plus de risque de me blesser en faisant mes tractions que de progresser en fait, et que ça ait un transfert potentiel dans ma grimpe. Bah, les Japonais, c'est pareil, mais sur la force doigt, par exemple. Eux, ils ont tellement les doigts forts que faire des suspensions lestées sur la poutre de manière classique, ça n'a aucun intérêt à arriver à leur niveau par rapport au risque de blessure que ça apporte. Et donc, du coup, là, on tombe dans cette analyse où on se dit, ok, bon, bah, comme ils en font pas, c'est pas utile, donc moi, j'en fais pas. Et ça, du coup, c'est le piège d'Instagram, des réseaux sociaux et des conseils génériques. C'est que tu vois des grimpeurs professionnels, des jeunes grimpeurs, des grimpeurs ayant commencé quand ils sont enfants, et que toi tu es un grimpeur qui a commencé à 25 ans, qui a 2-3 ans d'expérience, qui grimpe plutôt en salle, etc. En fait, c'est juste pas du tout comparable, surtout si on prend en compte le fait que j'ai bégayé, tu as potentiellement une vie professionnelle et une vie de famille bien remplie, et que tu peux pas grimper plus que 3, voire maximum 4 fois par semaine, et que les autres jours tu peux pas énormément t'entraîner non plus. Si je reprends le cas des Japonais, la plupart ils peuvent faire jusqu'à 6 séances d'escalade par semaine, voire même certaines journées des doubles séances où ils vont faire de la prépa physique type no foot sur spray wall, et l'après-midi ils vont faire de la dalle en compétition, peu importe. Enfin, en fait, c'est juste pas comparable en termes de temps et d'énergie que vous êtes capable d'investir dans votre progression. Et ça aussi, ça revient souvent à une question qui m'avait été posée dans d'autres podcasts de c'est quoi la limite de progression par rapport à l'âge, etc. Pour moi, la limite de progression par rapport à l'âge, c'est surtout par rapport à ces contraintes de vie pro et vie perso, que en fait, vous allez plus avoir le temps de faire 10 000 séances d'entraînement, et vous allez devoir vous focaliser sur l'essentiel, d'où l'importance des objectifs. Et donc en fait, pour moi, de trop scroller sur Instagram ou sur TikTok ou peu importe, pour moi c'est vraiment la pire chose à faire quand vous êtes un grimpeur, parce que vous allez vous comparer à des personnes que vous connaissez pas, où vous n'avez pas le contexte, et vous allez juste vous dire ah ouais, lui il a commencé à grimper il y a 3 ans, il grimpe déjà du 7C, moi j'ai commencé il y a 6 ans, je suis dans le 7A, je suis nul. Alors que pas du tout, parce que je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, ça se trouve le vous d'une autre dimension, qui n'a pas mis en place les bonnes choses pour progresser, peut-être que actuellement il est pas dans le 7A, il est dans le 6B. Et du coup, vous avez déjà maximisé un peu votre potentiel de progression. Et du coup, nous aussi, on est là en tant que coach pour vous donner des repères réalistes, des objectifs qui sont réalisables. C'est-à-dire que si demain quelqu'un vient me voir et me dit, voilà, je suis un grimpeur de 7A, je veux grimper un 8A le plus vite possible, et je peux m'entraîner que 3 fois par semaine parce que j'ai une vie personnelle et une vie professionnelle qui est hyper remplie, là du coup on va pas avoir du tout la même approche en termes d'entraînement que quelqu'un qui est déjà compétiteur, qui a déjà la capacité de faire un 8A, etc. Et ça change complètement toute la programmation. Et après, est-ce que je trouve ça réaliste pour un grimpeur, on va dire, normal, de passer de 7A à 8A en X années avec un programme structuré et tout? Je pense que si la personne met tout en place pour progresser et qu'elle a déjà un bon potentiel à la base, c'est pas du tout inatteignable. Et après, c'est toujours pareil, est-ce que faire un seul 8A en extérieur, c'est la même chose que avoir le niveau 8A au global? Je pense pas du tout, et c'est pour ça aussi qu'il y a certains objectifs en escalade qui sont atteignables, même si vous n'avez pas le niveau global. C'est-à-dire que c'est pas impossible que quelqu'un qui a un niveau global de ok, je suis à l'aise dans le 7B, sorte de temps en temps un 7C+, parce qu'il s'acharne dessus en termes de projet, de nombre de séances, et que c'est dans son style, etc. Alors que vous êtes dans le 8A et vous n'arrivez pas à sortir ce 7C+ là parce que vous y passez pas assez de temps, etc. Enfin voilà, c'est pour ça aussi que la comparaison, elle est pas forcément saine. Par contre, moi, la comparaison que j'adore et qui est hyper bénéfique en escalade, je trouve, c'est de se comparer à soi-même, et surtout de se comparer en termes de niveau de grimpe et de métrique par rapport à certaines périodes. Là, je vous avais reparlé au début de l'épisode que peut-être qu'en 2024, j'avais déjà la capacité de grimper le 8A bloc que j'ai fait en 2025. Et en fait, comment je le sais ça? Parce que je me suis testé régulièrement, j'ai noté mes métriques, et je sais qu'à telle date, voilà, je me sentais en forme à tel potentiel de forme, j'avais tel poids de corps, j'avais tel ratio en traction, en suspension, etc. Et j'avais tel niveau de grimpe. Et ce qui est bien aussi, c'est que je vois que sur les dernières années là de pratique, là je parle vraiment de ma pratique personnelle, j'ai énormément progressé en termes de niveau de grimpe, on va dire, surtout en grimpe extérieure, parce que j'y vais plus souvent aussi, parce que c'est corrélé un petit peu forcément, plus vous allez y passer du temps, plus vous allez progresser, comparé à avant, où je pouvais avoir des stats physiques beaucoup plus élevées,
mais où je sortais beaucoup moins de blocs en extérieur parce que bah, déjà j'y allais moins souvent et c'était pas un objectif, etc., etc. Et après, on peut parler toujours de, je restais dans ma zone de confort, j'allais en salle, etc. Enfin bref. Mais est-ce que c'était vraiment un objectif à l'époque? Est-ce que j'avais vraiment le temps de le faire? Enfin voilà, faudrait rentrer dans ces sortes de considérations philosophiques, on va dire. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de dire quel est votre objectif à l'heure actuelle. Ok, à l'heure actuelle, je veux aller grimper en extérieur plus souvent. Je veux progresser en extérieur, etc. Vous avez aucun intérêt à copier l'entraînement d'un grimpeur japonais compétiteur parce que c'est pas du tout adapté à votre profil, à votre emploi du temps, à tout ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez la capacité de faire dans la vraie vie. Donc c'est ça le vrai problème, c'est l'inadaptation de ton programme à ton profil et c'est pas un manque de volonté parce que tu continues à aller à la salle de semaine en semaine, etc. T'es un peu, on va dire, addict à l'escalade et on l'est tous. Et même si on stagne sur certaines périodes, c'est normal de stagner sur certaines périodes parce qu'on va avoir d'autres objectifs, parce qu'on va avoir une vie professionnelle plus remplie. C'est juste qu'en fait, il faut que ton programme d'entraînement soit en adéquation avec tes objectifs et avec tes contraintes personnelles, professionnelles, etc. Et ce que tu es capable d'investir aussi dans ta pratique. Si là, tu te dis, ok, je suis capable d'investir dans ma pratique 4 heures de mon temps tous les jours et pendant ces 4 heures par jour, je vais être hyper focus, hyper discipliné, etc. Forcément que tu vas plus progresser que quelqu'un qui peut y mettre que 2 heures par jour et même pas tous les jours, peut-être 2 heures par jour, 3 fois par semaine. Ça n'a rien à voir et c'est pour ça aussi que l'adaptation de l'entraînement, ça demande un suivi personnalisé, de vraiment analyser tout ça, les objectifs, les contraintes et de vraiment faire le meilleur programme d'entraînement par rapport à toi. Donc du coup, concrètement, tu manques de temps, tu manques d'énergie et tu as une capacité de récupération limitée. Ça, souvent, on l'oublie. On n'a pas 8 heures par jour pour s'entraîner, on n'a pas une énergie infinie et votre capacité de récupération, elle est limitée souvent aussi par votre capacité de sommeil parce que la plupart d'entre nous, faut dire la vérité, quand on commence à être adulte, avoir une vie active, etc., il y a peu de gens qui peuvent dormir 9 heures par nuit dans un environnement calme, sans stress, etc. Enfin, c'est quasiment impossible. Donc, comment optimiser tout ça? Il faut tout simplement des méthodes adaptées au contexte. Et qu'est-ce que c'est des méthodes adaptées au contexte? C'est juste cette programmation personnalisée. Donc vraiment que vous preniez le temps de vous analyser et vous dire ok, c'est quoi ma capacité en termes de physique. Donc là, si vous avez besoin d'aide pour vous dire quelles sont mes capacités physiques, vous nous envoyez test sur Instagram, où on vous envoie toute la batterie de test. De toute façon, je remettrai tout dans la description de ce podcast. Et du coup, suite au test, une fois que vous les avez effectués, que vous avez noté vos scores, vous pouvez revenir vers nous pour faire un bilan. L'appel de bilan, il est gratuit, on prend le temps d'en discuter et après on voit si éventuellement on peut vous aider avec un suivi personnalisé. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc évaluez-vous en termes de physique, évaluez-vous en termes de ressources, en termes de temps, d'investissement, d'objectifs, etc. Dites-vous, voilà, qu'est-ce que je consacre concrètement à l'escalade en termes de temps, en termes d'investissement financier? Est-ce que je suis prêt à payer un abonnement à la salle? Est-ce que je suis prêt à payer tel ou tel équipement? Est-ce que je suis prêt à payer tel accompagnement avec un coach? C'est hyper important aussi de budgétiser tout ça et aussi de mettre un cap temporel sur ce que vous investissez dans l'escalade. Est-ce que vous voulez vous investir 3 séances par semaine ou 4 séances par semaine ou 5 séances par semaine? Est-ce que ça va être tenable sur du long terme, etc. Tout ça, toutes ces questions-là, faut vraiment se les poser parce que là, si vous vous dites, ok, je veux m'investir 6 séances par semaine, dépenser 1000 euros par mois dans ma pratique, si vous n'avez pas les moyens temporels et financiers de le faire, ça va juste pas marcher et vous allez aller dans le mur et vous allez stagner parce que vos objectifs ne sont pas en adéquation avec vos ressources. Ça, c'est hyper important. Et après, là, dans les ressources, je parle même pas de ressources énergétiques, parce que des fois, si vous voulez vous entraîner 2 fois par jour, vous avez juste pas la capacité de, parce que vous avez pas assez de nutrition pas assez adaptée, etc. C'est pour ça aussi qu'on inclut la nutrition dans nos suivis. C'est hyper important. Si vous faites plusieurs séances dans la journée, ou même que vous enchaînez des séances hyper intenses de jour en jour dans la semaine, si votre nutrition n'est pas adaptée, vous tirez une balle dans le pied en termes de progression, ça c'est sûr et certain. Et encore plus quand vous avez commencé le sport un peu plus vieux, entre guillemets, ou moins jeune, parce que votre capacité de récupération n'est pas la même que quelqu'un qui a 16 ans, qui a pas de contraintes professionnelles, personnelles, etc. et qui est juste là pour aller à l'escalade et juste forcer comme un mongol de 4 fois par semaine, etc. Enfin voilà, vous avez l'idée des jeunes grimpeurs de salle qui sont indestructibles, qui sont hyper forts, qui progressent hyper vite, et des fois vous les regardez et vous êtes frustré en vous disant mais moi j'ai l'impression de tout bien faire, de tout bien structurer, de tout compter, etc. et vous comprenez pas pourquoi vous progressez pas, et c'est pour ça que nous avec Ascension on intervient. C'est vraiment pour remettre un cadre à tout ça et pour que toi qui écoutes ce podcast, tu te dises ok, là je suis dans ma situation A, mon objectif il est clair, j'en sais rien, je suis actuellement un grimpeur de 7A, je veux grimper un 7C. Concrètement, est-ce que tu sais de quoi tu as besoin pour y arriver?
en termes de capacité physique, mentale, tactique, technique, peu importe, et aussi en termes de temps à y consacrer. Parce que c'est clair qu'en fonction de ton point de départ et de ton potentiel et de ton point d'arrivée, c'est pas du tout la même approche en termes de programmation. Et ça conclut un peu ce podcast. Ce qu'il faut retenir vraiment de ce podcast, c'est que tout part de vraiment le côté évaluation. Évaluez-vous, demandez des avis extérieurs, et pour le coup là, il faut pas se comparer aux autres parce que l'évaluation, elle est vraiment intrinsèque à vous-même. Je pourrais dire à un grimpeur que 1,4 de ratio pour lui c'est un point fort, alors que pour un autre, je pourrais lui dire que c'est un point faible. Ça dépend vraiment de son objectif et de son profil et de ses qualités enfin non, pas qualité physique, mais ses qualités de grimpeur au global. Son mental, sa technique, sa tactique, peu importe. Et du coup, si tu penses que tu ne peux pas y arriver seul et que tu as besoin d'aide et que tu tournes en rond, n'hésite vraiment pas, tu nous envoies un message sur Instagram, je mets tous les liens dans la description, tu nous envoies go sur Instagram, on t'envoie toutes les informations pour savoir si notre suivi peut être adapté à toi, on prend le temps de te poser les questions de combien de temps par semaine tu peux t'entraîner, quel est ton objectif, etc., pour être sûr que on va pouvoir travailler ensemble. Une fois qu'on est sûr qu'on peut travailler ensemble, là, on te fait réserver un appel. Cet appel, il est gratuit. Et le but de cet appel, c'est qu'on réponde à tes questions et qu'on t'explique concrètement comment on va travailler ensemble. Suite à ça, on démarre un suivi. Et après, en général, ça se passe super bien. Parce que de toute façon, vous avez tous les témoignages clients sur votre compte Ascension, sur mon compte Léo Pazek, dans la story à la une résultats. Il suffit juste de regarder un peu ce que nos clients disent de nous, les résultats qu'ils ont pu obtenir, etc. Et en fait, nous, on est hyper fiers de ça, d'avoir réussi à construire vraiment ce suivi hyper complet pour vous accompagner au mieux vers vos objectifs. Et c'est vraiment pour ça que je fais le podcast de semaine en semaine, de mois en mois, etc. C'est que je suis convaincu que ce qu'on a construit et que ce qu'on est en train de construire là avec Ascension, en termes de qualité de suivi, de potentiel de progression pour vous, c'est vraiment une super opportunité. Et n'hésitez vraiment pas à nous solliciter pour les ressources gratuites comme les tests, etc. Faire le bilan, je le redis encore une fois, c'est gratuit. Et après éventuellement de partir sur un suivi beaucoup plus complet pour qu'on puisse vraiment adapter tout ça à vous. C'est tout pour ce flash numéro 22, avoir la capacité 2. J'ai parlé vraiment pendant longtemps. Là, je vois que ça fait 36 minutes sur le timer. Mais ça fait du bien, en vrai, de refaire des podcasts. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Mais là, du coup, je vais m'y remettre beaucoup plus assidûment. Il y a beaucoup d'interviews qui vont arriver aussi. J'en profite aussi pour vous dire que je suis passé professionnel sur mon compte NutriPure. Donc, pour tout ce qui est vos commandes de compléments alimentaires, etc. La seule chose qui change, c'est le code qu'il faut appliquer, soit dans votre panier, soit à la création de votre compte de parrainage. C'est Coach Léo. De toute façon, je mets tout ça dans la description. Mais voilà, mes compléments alimentaires indispensables selon moi, le collagène, c'est vraiment hyper important. Après tout ce qui va être zinc, magnésium pour le sommeil. Je vais pas refaire tout un podcast sur la nutrition, mais si vous avez la moindre question sur les compléments alimentaires, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou directement sur le compte Ascension et on vous envoie tout ça. Donc il y a toutes les ressources dans la description, les tests physiques, le lien pour réserver l'appel, Coach Léo sur NutriPure, nos Instagram et adresse mail, etc. si vous voulez nous contacter. Mais voilà, en tout cas, je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez vraiment pas à nous laisser une petite review de 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, même mettre un petit pouce bleu, abonnement, commentaire sur YouTube si jamais vous regardez ça sur YouTube. Ça nous aide vraiment à mieux faire référencer le podcast, à le faire découvrir à plus de grimpeurs, à faire progresser le plus de monde possible. C'était Léo, il y a plein de belles choses qui arrivent en 2026, que ce soit avec Ascension ou sur le podcast. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne année 2026 et plein de réussite, plein de santé, plein de progression en escalade. Et si jamais vous voulez passer à l'action et vraiment être encadré par des professionnels avec une méthode claire et qui a fait ses preuves avec plus de 200 grimpeurs, vous nous envoyez go sur Instagram, on s'occupe de tout et on vous aide à progresser du mieux possible. C'était Léo, ciao ciao.